Alors tout d'abord, je vais vous demander d'essayer d'imaginer quel est le point commun entre une mégamine en Amazonie, des forêts rasées, des forêts boréales rasées pour être transformées en papier toilette, des millions d'hectares de forêts et coupées pour être transformées en monoculture et ensuite aspergées de pesticides. Et puis finalement, des bateaux-usines qui collectent, pêchent 250 tonnes de poissons par jour, qui les congèlent et qui les transforment immédiatement à bord. Visuellement, il n'y a pas beaucoup de ressemblances. Pourtant, il y a une chose, c'est que toutes ces activités, et la plupart de celles qui détruisent le monde, elles sont parfaitement légales aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'en tant que juriste, évidemment, on tient la faille dans le système lorsqu'on comprend que ce modèle juridique qui tolère ces actions, il est en fait le symbole d'une société qui est malade parce qu'elle, justement, prédate le vivant et qu'elle ne prend pas en considération le renouvellement et les besoins de nos écosystèmes planétaires. Alors, aujourd'hui, en tant que juriste, je voudrais vous faire une démonstration, vous amener à réfléchir sur 3 choses. La première, c'est que ce système juridique, c'est un bug, c'est une anomalie. Le deuxième, c'est que ce système juridique, il est profondément injuste et qui doit être remis en question. Et la troisième chose, c'est se poser la question comment vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez participer à ce grand changement et remettre en question ce modèle juridique. Alors, pour commencer, j'aime bien comparer un modèle juridique à un programme informatique. Parce que de la même manière qu'un programme informatique pilote les actions d'un logiciel ou d'un ordinateur, c'est-à-dire vous avez une ligne de code, de ça découlent des actions, des interdictions, et bien de la même manière, la loi définit ce qui est légal ou illégal et programme notre société. Au fur et à mesure des besoins et des évolutions de la société, le législateur, le programmateur, met à jour le logiciel et réévalue justement en permanence comment fonctionne le logiciel et le programme. Sauf que la crise, justement, la crise écologique dans laquelle nous nous trouvons actuellement, elle est le résultat d'un bug. Ce bug, c'est le fait que les règles que nous avons énoncées, elles sont motivées par une vision comptable de la nature. Nous avons inscrit dans notre code le fait qu'on peut prendre des ressources naturelles et les interchanger pour en faire des ressources, un capital humain ou économique. Et le problème, c'est cette interchangeabilité que nous pensons complètement infinie. Alors même que, justement, dans ce code, manque une ligne fondamentale, celle des limites planétaires, celle des capacités biologiques de notre planète, qui n'apparaissent nulle part dans ce fonctionnement du code. Alors justement, l'idée aujourd'hui est d'imaginer ensemble comment on pourrait remplacer cette ligne de code. Et il se trouve que dans d'autres pays, justement, c'est en train de se faire. Dans d'autres territoires, dans le monde, des gens reconnaissent, par le biais de la loi, par le biais de la Constitution, par le biais de règlements, que la nature, elle aussi, a des droits, que la nature n'est pas une ressource. En 2008, l'Équateur a inscrit dans sa Constitution les droits fondamentaux de la Pachamama, de la terre-mère. Celle-ci est désormais reconnue comme un sujet de droit à part entière, doté de droits fondamentaux propres, le droit justement d'être respecté dans son intégrité, le droit au renouvellement de ses cycles vitaux, le fait de ne pas être prédaté et pollué par les activités humaines. Et ça, c'est en train de se passer un peu partout dans le monde aujourd'hui. C'est parti d'Équateur, ça a traversé jusqu'en Ouganda, en Afrique, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande. Et justement, aujourd'hui, c'est arrivé même jusqu'en Europe, avec en septembre dernier, septembre 2022, l'Espagne, qui est le premier territoire en Europe à avoir donné des droits fondamentaux à un écosystème, la Mar Menor, qui est une lagune salée dans le sud-est de l'Espagne et qui était très abîmée du fait des activités agricoles, mais aussi du fait de la sururbanisation. Et justement, cette idée est de dire donnons des droits à la nature, reconnaissons des droits aux vivants pour réintégrer dans notre société le fait que la nature n'est pas une ressource exploitable, mais au contraire une communauté vivante qui nous maintient tous en vie et dont nous avons besoin pour construire une société en harmonie avec le vivant. Bon, à ce stade, j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui se disent que je suis un peu folle. C'est pas grave.
je le vis assez souvent, ne vous inquiétez pas. Ce que je veux dire, c'est que pour essayer de vous montrer, maintenant que je vous ai dit qu'il y avait un bug dans le programme, pour vous montrer aussi pourquoi ce bug, il doit être contesté, éthiquement parlant, moralement parlant, et parce qu'il est profondément injuste, je vais vous demander de faire un pas de côté, on va le faire ensemble, pour se dire, justement, dézoomer. Parce que l'histoire de l'évolution de la personnalité, la manière dont on se comporte aux autres et dont on attribue aux autres justement des droits fondamentaux, elle n'est pas statique. Le droit, c'est une fiction construite par les humains pour les humains. Et si on prend l'exemple d'autres êtres humains, eh bien justement, on peut se rendre compte à quel point l'évolution est assez récente à l'échelle de l'humanité. Pendant une très grande partie de l'histoire humaine, il y a un grand nombre de personnes qui n'avaient aucun droit. C'est après l'abolition de l'esclavage qu'on a reconnu que posséder un autre être humain n'était plus possible, n'était plus tolérable au regard de notre société. Avant, un esclave, il était la propriété de son maître, il était chosifié, il pouvait être vendu, il pouvait être exploité, il pouvait être tué à la tâche, sans conséquences légales. Ça s'est arrêté au XIXe siècle. Et puis il y a eu une autre évolution, alors ça a pris beaucoup plus de temps, c'est le droit des femmes. Eh oui, ça a juste pris 100 ans de plus. Hein. Mais 100 ans plus tard, on reconnaît... Alors, le droit de vote des hommes, 1848, le droit de vote universel, c'était un beau pas en avant pour l'homme, mais pour la femme, c'était plus tardif. 1944, le droit de vote des femmes, les femmes acquièrent enfin la capacité non seulement à élire, mais aussi à être élues, c'est pas rien, à être représentées, à investir le champ politique et donc à devenir une entité politique dans notre société. Ça a pris du temps. Mais à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de cette histoire qui est la nôtre, sans rancune. C'est pas grave. Je veux dire, finalement, ce qui compte, c'est le chemin parcouru plus que le temps qu'on met à le parcourir, n'est-ce pas? Mais en tout cas, je suis très fière de pouvoir justement, parce que d'autres femmes se sont battues pour ce droit, être là devant vous et partager ce message. Et c'est pour ça que reconnaître des droits à des entités naturelles et sortir de ce régime d'objectivation, de chosification, c'est important, c'est profondément juste, et non seulement c'est juste, mais c'est également la marche de l'histoire. C'est le mouvement naturel qui est issu de notre tradition, des Lumières, et donc c'est l'histoire, justement, en marche, qui nous dit « Questionnons-nous sur le fait de donner des droits à d'autres entités, des entités qui ne sont pas humaines ». Et je pense que c'est aussi le rôle des entreprises de mener cette transition, parce que plutôt que d'attendre de se faire attaquer en justice pour écocide ou d'attendre encore une fois d'être attaqué en justice pour violation des droits de la nature, parce que ça arrivera, je vous rassure, c'est en train de se passer dans le monde entier, ça arrivera en France, je pense qu'il y a quelque chose que les entreprises peuvent faire tout de suite. Et c'est parce qu'il y a une grande liberté pour ça dans l'entreprise, c'est de changer notre manière de gouverner à l'intérieur des entreprises, de changer la gouvernance interne. Et ça, vous pouvez le faire pour éviter justement que la nature soit considérée comme une chose, comme une externalité négative, regardée uniquement à travers un plan de développement et qu'elle devienne au contraire une entité concrète, une communauté vivante, et qu'on accepte de considérer cette entité vivante comme une part au moins aussi importante de l'entreprise que le sont les actionnaires ou les investisseurs. Pour rappel, parce que la gouvernance dans les entreprises n'est également pas une chose immuable. 1936, le Front populaire. C'est la première fois que des représentants des salariés accèdent aux instances de gouvernance, nomment leurs représentants. Parce que oui, avant, des femmes et des hommes étaient finalement considérés comme de la main-d'œuvre, comme de la force de travail. Ils n'étaient pas représentés, ils n'avaient pas voix au chapitre. C'est important. Le comique de répétition fonctionne très bien. Pour les femmes, ça a pris beaucoup plus de temps. Est-ce que vous vous souvenez de l'année de la loi sur justement la représentation équitable des femmes au sein des conseils d'administration? 2011. Ça y est, les femmes doivent être représentées au moins à 40% dans les conseils d'administration. Mais quelle idée! Mais quelle idée! Et je suis sûre qu'il y en a encore peut-être quelques-uns ici qui se disent « ouais, c'est vrai que c'était... bon, que des problèmes, quoi. » Bon,
Et maintenant, parce qu'on a reconnu la diversité sociale dans nos conseils d'administration, on a reconnu la diversité de genre, pourquoi est-ce qu'on n'abattrait pas tout simplement les barrières, les frontières nombrilistes des espèces? On ne voit finalement que des humains, on ne se parle qu'entre humains, pour intégrer la biodiversité dans nos conseils d'administration. Et justement, il se trouve qu'il y a des entreprises qui font le pas, qui vont de l'avant. Et je vais citer un exemple. En septembre 2022, l'année dernière, l'entreprise Face in Nature, qui produit des produits cosmétiques, a nommé dans son conseil d'administration un représentant des non-humains, un gardien de la nature, pour justement parler au nom et dans les intérêts, et uniquement dans les intérêts du vivant. L'objectif est justement de faire en sorte de donner à la nature une voix dans la stratégie de développement de l'entreprise. Ce n'est pas cosmétique. Ce n'est pas cosmétique, c'est important à la fois politiquement, éthiquement et économiquement parlant si on veut voir venir les changements dans la société demain. Et ça, je pense que n'importe qui peut le faire. N'importe lequel d'entre vous peut le faire parce que vous avez la liberté justement de transformer votre gouvernance en interne. Ce n'est pas la peine d'attendre une loi. Et vous savez, quand je parlais de ça, il y a 7 ans, j'ai commencé à travailler sur ces sujets en 2015. Je vous l'ai dit, on me prenait pour folle. Ça n'a pas beaucoup changé, mais aujourd'hui, enfin, et malheureusement grâce à la crise climatique, ça y est, on commence à faire attention à ces sujets-là et à nous prêter une oreille attentive ou parfois amusée. Je travaille pour l'Agence française de développement, je conseille le réseau des réserves naturelles de France et là, je rentre de 2 jours où je travaille avec le Conseil de l'Europe à rédiger la prochaine convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal. Je ne vous dis pas ça pour vous faire de la gloriole. Je vous dis ça parce que je crois profondément qu'on n'arrête pas une idée dont le moment est venu. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a tous les jours des frustrations, et Fabrice en a parlé, quand on est directeur développement durable, on a l'impression de ne pas avoir beaucoup de pouvoir, on va de frustration en déception, les petites victoires, elles sont souvent fragiles, elles sont minces, et pourtant, le changement, il est en train d'arriver. Et vous pouvez faire partie de ce changement. Alors, le message avec lequel j'avais envie que vous repartiez, c'était de se dire, s'il vous plaît, participez à cet élan, nommez des gardiennes et des gardiens de la nature dans vos entreprises, devenez vous-même gardiens ou gardiennes de la nature, pour qu'ensemble, justement, on tourne définitivement cette page de l'Anthropocène et que cette victoire, parce que cette victoire viendra, que cette victoire, ça puisse non seulement participer à l'élan général, mais surtout, cette victoire, elle peut être la vôtre et être la nôtre à tous. Je vous remercie.